Mon mari a gagné 500 millions de dollars à la loterie, m'a mise à la porte et a épousé sa maîtresse. Il n'a jamais imaginé ce que j'ai fait ensuite. Je m'appelle Emma Collins, j'ai 36 ans. 10 ans de mariage m'avaient appris à aimer avec patience, à pardonner souvent et à rêver petit, mais à rêver quand même. Mon mari, Michael, et moi vivions dans une maison locative à 2 chambres juste à l'extérieur de Portland, dans l'Oregon. Il travaillait dans une concession automobile et je tenais la caisse dans un magasin d'alimentation locale. Ensemble, nous gagnions tout juste de quoi survivre. Certaines semaines, le mot survivre semblait généreux. Nous avions nos rituels. Les dimanches matins signifiaient des pancakes brûlés et du café tiède. Les vendredis soirs signifiaient s'asseoir sur le canapé, enveloppé dans la même vieille couverture, à regarder des rediffusions et à rire comme si nous ne les avions pas vus une douzaine de fois auparavant. Michael avait l'habitude de me regarder de l'autre côté du canapé, de sourire et de dire « Un jour, notre vie va tourner en notre faveur ». Je le croyais. Je l'avais toujours cru. Un soir d'octobre frisquet, après un long quart de travail, je me suis arrêtée dans un magasin de quartier pour acheter du lait et du pain. Le caissier, un vieil homme joyeux aux yeux bienveillants, a brandi un nouveau lot de billets de loterie. « Vous vous sentez chanceuse ce soir, madame ?» m'a-t-il taquiné. J'ai ri et j'ai dit « À ce stade, j'invoque une intervention divine. » Je lui ai tendu un billet de 5 $ et j'ai acheté un ticket, surtout pour rire. Quand je suis rentrée à la maison, Michael était dans l'allée en train de nettoyer sa voiture. J'ai posé le sac de courses sur le porche et j'ai agité le ticket devant lui. Peut-être que c'est comme ça que Dieu prévoit de nous bénir, ai-je dit en plaisantant. Il a ri, a levé les yeux au ciel et a dit « Bien sûr, Emma, et peut-être que des cochons voleront au-dessus de la maison ce soir. » J'ai lancé le ticket sur le tableau de bord de la voiture et je suis entrée pour préparer le dîner. Je n'y ai plus pensé. Nos difficultés étaient constantes mais familières. Le réfrigérateur était rarement plein. Pourtant, nos cœurs l'étaient, d'une certaine manière. Je pensais que nous formions une équipe. Mais en y repensant, je me suis rendu compte que j'étais la seule à me battre encore pour nous. Michael était devenu agité ces derniers temps, passant plus d'heures au travail, s'habillant plus élégamment et faisant défiler son téléphone sans fin, souriant à des messages qu'il ne me laissait jamais voir. J'ai écarté les soupçons. Le mariage, me suis-je dit, avait besoin de confiance comme les poumons avaient besoin d'air. Les jours suivants se sont écoulés comme d'habitude. J'ai fait des doubles quarts pour payer la facture d'électricité, pendant que Michael se plaignait que la vie n'avait plus d'excitation. « On est coincé, Emma », a-t-il dit un soir. « C'est ça, notre vie ? Juste des factures, du travail et des dîners bon marché. » J'ai souri, essayant de nous maintenir à flot. Peut-être que nos miracles prennent juste le chemin panoramique. Un vendredi matin, la pluie tombait sans relâche. Je me souviens de l'odeur du café et des vêtements humides. Michael est parti tôt, disant qu'il avait des papiers à signer à la concession. Je ne savais pas que ce même matin, sur le tableau de bord de sa voiture, le billet de loterie que j'avais oublié avait déjà commencé à réécrire nos vies. C'est étrange comme les moments ordinaires cachent des conséquences extraordinaires. Ce petit bout de papier, ignoré, taché de mon empreinte digitale, allait bientôt tout déchirer ce que nous avions construit. Ce soir-là, je suis rentrée et j'ai trouvé Michael inhabituellement silencieux. Il a à peine touché au dîner. Ses yeux évitaient les miens. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas. Il a souri trop vite. « Non, juste fatigué », a-t-il dit. Mais je connaissais ce regard, comme s'il retenait un secret si grand qu'il le consumait de l'intérieur. Je suis allée me coucher la première, me recroquevillant sous la couverture qui semblait soudain trop grande pour une seule personne. Je l'entendais faire les 100 pas dans le salon, murmurant au téléphone. Mon cœur voulait croire qu'il préparait quelque chose de bien, une surprise, peut-être. Mon esprit, lui, murmurait quelque chose de plus froid. Le lendemain matin, il a embrassé mon front avant de partir, comme il le faisait autrefois quand l'amour était encore facile. Je lui ai souri à moitié endormi, ignorant qu'à la tombée de la nuit, tout allait commencer à changer. Parfois, je rejoue ce moment.
La sensation de ses lèvres sur ma peau, l'odeur légère de son parfum, la façon dont mon moi ensommeillé a marmonné. N'oublie pas d'acheter du café. Il n'a pas répondu. Il est resté là une seconde de plus que d'habitude, puis il est sorti. Si j'avais su que c'était le dernier matin normal que nous partagerions jamais, j'aurais peut-être tenu sa main un peu plus longtemps. J'aurais peut-être dit que peu importe à quel point les choses étaient dures, je croyais encore en nous. Mais la vie ne vous prévient pas quand elle s'apprête à briser votre cœur. Elle le fait, simplement. Ce ticket oublié, posé tranquillement dans sa voiture, valait 500 millions de dollars. Une demi-billard. De quoi réparer tout ce qui était cassé dans nos vies. De quoi acheter la paix, la sécurité, le confort, peut-être même le bonheur. Mais l'argent ne peut pas acheter la loyauté, et il ne peut pas remplir un cœur déjà vide d'amour. Si seulement j'avais su que ma blague à 5 dollars se transformerait en une trahison d'un demi-milliard de dollars. Si seulement j'avais su que Michael Collins, l'homme que j'appelais mon mari, troquerait bientôt nos vœux pour l'avidité, nos rires pour des mensonges et notre amour pour la compagnie vide d'une autre femme. Tout allait changer et j'allais apprendre à quel point la trahison pouvait couper profondément quand elle venait envelopper dans le visage en qui vous aviez le plus confiance. C'était un mardi matin quand j'ai remarqué que quelque chose clochait chez Michael. Il est rentré inhabituellement tôt, fredonnant une chanson que je n'avais pas entendue depuis des années. Son visage rayonnait, non pas de bonheur, mais de quelque chose de plus sauvage. L'avidité a son propre éclat. Je ne l'ai pas reconnu sur le moment. « Tout va bien ?» ai-je demandé, le voyant se verser un verre à 10 heures du matin. Il a souri et a dit « Mieux que bien, ma vie va changer. » Ces mots m'ont envoyé un frisson dans le dos. Pendant des jours après cela, il est devenu secret. Il a changé le mot de passe de son téléphone, a cessé de dîner avec moi et a commencé à passer ses nuits au travail. Il a acheté des vêtements neufs, un parfum cher et a commencé à répondre aux appels dans une autre pièce. Chaque fois que je demandais ce qui se passait, il me balayait d'un demi-sourire. « Tu ne comprendrais pas, Emma, » disait-il. J'aurais dû le savoir. Les signes étaient tous là. L'excitation, la distance, les mensonges qui s'édifiaient comme des briques autour de mon cœur. Puis un soir, j'ai vu un titre défiler à l'écran de la télévision. Un homme de l'Oregon revendique le jackpot Powerball de 500 millions de dollars. Le nom n'était pas encore révélé, mais la ville mentionnée était la nôtre. J'ai ri nerveusement, me tournant vers Michael. Ce serait drôle si c'était toi, non? Il s'est figé une fraction de seconde, juste assez longtemps pour que la vérité traverse son visage. Puis il a forcé un rire. Ouais, bien sûr. Comme si j'avais cette chance. Ce soir-là, il n'est pas venu se coucher. Je me suis réveillée à 2 heures du matin et il était parti. Son téléphone, sa veste, même sa brosse à dents avaient disparu. Mon cœur s'est serré, mais je me suis dit que c'était temporaire. Les gens ne quittent pas leur mariage du jour au lendemain, n'est-ce pas? Le soir suivant, il est rentré vêtu d'un costume neuf et d'un sourire suffisant. Il s'est assis en face de moi, son expression illisible. « Emma » a-t-il dit lentement. « Il faut qu'on parle. » Mon estomac s'est noué. « De quoi? De nous ?» Il m'a regardé droit dans les yeux. « Je pense qu'on s'est dépassé l'un l'autre. Tu me retiens. Je ne peux plus vivre cette petite vie avec toi. » Ma voix s'est brisée. « De quoi tu parles? On a tout construit ensemble, Michael. Toi et moi. » Il s'est levé, faisant les 100 pas comme un homme essayant de justifier sa propre lâcheté. « Tu ne comprends pas, Emma. Je veux plus, de meilleures choses, de meilleures personnes. » Des larmes ont rempli mes yeux. « De meilleures personnes? Tu veux dire Sabrina ?» Le nom m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Je l'avais vue une fois, l'une des représentantes de vente de sa concession. Toujours trop proche, toujours riant trop fort. Il n'a pas nié. C'était pire que n'importe quelle confession. Elle comprend l'ambition, a-t-il dit. Elle me fait me sentir vivant. Le silence entre nous hurlait plus fort que n'importe quel argument. Mes mains tremblaient tandis que je murmurais « Tu as gagné à la loterie, n'est-ce pas ?»
Il s'est figé, les yeux plissés. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Je l'ai fixé, chaque nerf criant pour la vérité. Parce que tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Tu agis comme quelqu'un qui vient d'acheter une nouvelle âme. Il a ri amèrement. Tu es délirante, Emma. Tu as toujours été dramatique. Puis il est parti. 3 jours plus tard, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé mes affaires empilées sur le porche. Une note soigneusement pliée était posée dessus. Ne rends pas ça plus difficile que nécessaire. Tu t'en sortiras bien. Il avait changé les serrures. Juste comme ça, 10 ans d'amour se résumaient à des cartons sur un perron. Je suis restée là dans le froid, fixant notre maison, celle dont nous rêvions de devenir propriétaires un jour. Sauf qu'il l'avait déjà achetée cash pour lui et pour elle. J'ai dormi sur le canapé d'une amie pendant des semaines, engourdie par l'incrédulité. Chaque soir, je faisais défiler les réseaux sociaux jusqu'à ce que je les trouve enfin. Michael et Sabrina vêtus de vêtements de créateurs, trinquant au champagne à côté d'une toute nouvelle mention. La légende sous la photo disait « Nouveau départ, à jamais reconnaissant ». Je voulais le haïr. Je voulais hurler jusqu'à ce que le ciel se fende. Mais surtout, je me sentais vide. Comme si mon cœur avait été évidé et laissé sécher au soleil. Ma mère avait l'habitude de dire « La trahison ne commence pas par un couteau. Elle commence par un murmure ». Elle avait raison. Ça avait commencé par un murmure d'avidité. Un secret qu'il se racontait et qu'il méritait. Les gens disent souvent que l'argent change tout. Ce qu'ils ne disent jamais, c'est comment ils révèlent qui vous êtes vraiment. Michael avait toujours rêvé d'être plus, mais je n'avais jamais réalisé que plus signifiait sans moi. Les semaines sont devenues des mois. La douleur s'est atténuée, mais pas les questions. Je rejouais chaque souvenir, me demandant depuis combien de temps il planifiait ça. Je me disais que j'allais tourner la page, trouver la paix d'une manière ou d'une autre. Mais le destin a une façon drôle de revenir en boucle. Parce que caché dans l'un de mes vieux sacs à main, sous une pile de reçus et de listes de courses, j'allais bientôt trouver la seule chose capable de tout changer à nouveau. Le seul bout de papier qui prouvait que le jackpot qu'il avait volé n'était pas le sien dès le départ. Et cette fois, je ne pleurerais pas. J'allais me battre. Pendant des mois, j'ai vécu dans un petit appartement locatif au-dessus d'une laverie. Le bourdonnement des machines à laver est devenu ma musique de fond, étouffant la douleur dans ma poitrine. Chaque matin, je me regardais dans le miroir en murmurant « Tu vas t'en sortir ». Bien que je n'y croie qu'à peine. Michael avait tourné la page vite, trop vite. Chaque magazine de la région avait son visage souriant en couverture. Homme local gagne le jackpot de 500 millions de dollars. Il posait à côté de Sabrina, sa nouvelle épouse, en costume sur mesure et chaussures de créateur. L'homme avec qui j'avais construit une vie appartenait maintenant à un autre monde, un monde bâti sur des mensonges et de la soie. J'ai essayé de continuer. J'ai pris des quarts supplémentaires au travail, préparé des déjeuners dans des sacs en papier brun et ignoré les murmures des gens qui me reconnaissaient. La pitié était quelque chose que je refusais de porter. Pourtant, la nuit, quand la ville se taisait, le silence prenait des dents et mordait profondément. Un soir de pluie, j'ai décidé de nettoyer mon petit appartement. Peut-être essayais-je de vider ma tête ou simplement d'occuper mes mains pour ne pas reprendre mon téléphone et vérifier ce qu'il faisait. J'ai sorti un vieux sac à main du placard, un que je n'avais pas touché depuis avant la tempête. À l'intérieur se trouvaient des reçus froissés, de la petite monnaie et un faible parfum de parfum ancien. C'est alors que je l'ai vu. Le fin bout de papier légèrement déchiré sur le bord. Le reçu du billet de loterie. Mon cœur s'est arrêté. La date imprimée dessus était le même jour où j'étais rentrée avec du lait et du pain. Le même jour où j'avais plaisanté sur Dieu se souvenant de nous. Je me suis affaissée sur le sol, le fixant. Mes mains tremblaient tandis que je murmurais « ça pourrait être ça ». Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau de la loterie. Ma voix tremblait. « Bonjour, je pense qu'il y a eu une erreur ». La femme au téléphone, joyeuse et polie, m'a demandé les détails de l'achat du ticket. Je lui ai donné le nom du magasin, la date et l'heure. « Madame,
a-t-elle dit après une brève pause. Pouvez-vous attendre un moment? 7 minutes a duré 1 heure. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles. Puis elle est revenue. Nous avons les images de vidéosurveillance de cet endroit. Une femme correspondant à votre description a acheté ce ticket. L'horodatage correspond au ticket gagnant. J'ai serré le téléphone plus fort. Vous voulez dire que c'était mon ticket? Oui, madame. Vous êtes l'acheteuse enregistrée. Voulez-vous déposer une réclamation? Pendant un long moment, je n'ai pas pu respirer. Le monde a basculé. La chose même qui m'avait détruite avait été mienne depuis le début. Des larmes ont rempli mes yeux, non pas de tristesse, mais du choc d'une ironie divine. J'ai raccroché et je suis restée là, tremblante, un rire perçant à travers les larmes. Il avait volé mon ticket. Mon mari, l'homme qui avait juré de me protéger, m'avait volé mon avenir. J'ai passé la semaine suivante à rassembler des preuves. Je suis retournée au magasin où je l'avais acheté. Le vieux caissier m'a reconnue immédiatement. « Et, je me souviens de vous », a-t-il dit en souriant. « Vous êtes la dame qui avait plaisanté sur la bénédiction de Dieu ce jour-là. » Ma gorge s'est serrée. Il a signé une déclaration confirmant cela. Plus j'en découvrais, plus je devenais forte. La femme qui pleurait dans le noir avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus froid, de plus affûté. Quelqu'un qui comprenait que la justice avait parfois besoin d'une patience silencieuse. Pourtant, je n'ai pas précipité les choses. Je savais que l'arrogance de Michael serait sa perte. Il étalait sa richesse en ligne, montrant des yachts et des vacances, des interviews sur le travail acharné et le destin. Je regardais depuis mon petit appartement, sirotant un café bon marché et souriant. Qu'il en profite. Chaque roi oublie le sol sur lequel il marche jusqu'à ce que la terre tremble. Une nuit, en faisant défiler les actualités, j'ai vu un extrait d'interview. La reporter lui a demandé « Michael, comment ça fait de passer de la vente de voitures à en posséder autant ?» Il a ri, affichant ce sourire suffisant. « Ça fait comme si je l'avais mérité. J'ai toujours cru que j'étais destinée à plus. J'ai éteint la télévision. Tu ne l'as pas mérité, ai-je murmuré. C'est moi qui l'ai fait. » Cette nuit-là, j'ai rêvé d'entrer au tribunal dans une robe simple, tenant mon reçu comme une épée. Sans crier, sans pleurer, juste en reprenant ce qui était à moi. Le lendemain matin, j'ai réalisé ce rêve. Je suis entrée dans le cabinet d'avocat de David Turner, l'un des meilleurs avocats de Portland. Il a écouté calmement tandis que je racontais mon histoire, chaque mot ayant un goût de cendre. Quand j'ai fini, il s'est appuyé dans son fauteuil et a dit « Madame Collins, vous avez un sacré dossier, et je compte le gagner. » Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose remuer en moi. De l'espoir. Pas le genre naïf qui attend des miracles, mais celui qui les construit à partir des cendres de la trahison. Quand je suis sortie de son bureau, la pluie s'était arrêtée. L'air sentait le neuf. Je suis restée là, regardant le soleil percer les nuages, et j'ai murmuré pour moi-même « Que le jeu commence, Michael. » À partir de ce jour, tout a changé en silence, stratégiquement. Je n'ai pas annoncé mes intentions ni cherché la vengeance par le bruit. J'ai choisi le silence, celui qui déstabilise les gens qui savent ce qui les attend. Mon avocat, David Turner, l'appelait le calme avant la tempête. Il avait raison. David et son équipe ont rassemblé chaque preuve nécessaire. Les images de vidéosurveillance du magasin me montrant acheter le ticket. L'horodatage numérique de la transaction par ma carte bancaire, la déclaration signée du caissier, et même une photo de mon téléphone prise ce même soir, un selfie aléatoire devant le magasin. L'enseigne en arrière-plan correspondait parfaitement aux images de vidéosurveillance. C'était étanche. « Emma », a dit David un matin autour d'un café. « Il ne sait pas ce qu'il attend. Ne lui mets pas la puce à l'oreille. » J'ai souri faiblement. « Oh, je ne le ferai pas. Il l'apprendra comme il m'a trouvé. Trop tard. » Pendant ce temps, la vie de Michael se déroulait sur les écrans et dans les magazines.
Sabrina rayonnait sur chaque photo. Robe de créateur, bague en diamant, et gros titres comme « Les amoureux de la loterie prévoient une tournée mondiale de philanthropie ». L'ironie me faisait presque rire. Il était devenu l'icône de la générosité avec de l'argent qu'il avait volé à sa propre épouse. Mais plus je regardais, moins je ressentais de la colère. Ce qui s'installait en moi à la place, c'était de la concentration. Je ne voulais plus de vengeance pour mon cœur. Je voulais de la justice pour mon nom. Des semaines ont passé pendant que nous construisions le dossier. Je rencontrais David tous les quelques jours pour passer en revue les documents, les déclarations et la stratégie. Il était méticuleux. « Tu as été silencieuse assez longtemps », a-t-il dit un soir. « Il est temps. » La plainte a été déposée un jeudi matin. Elle a frappé les actualités comme la foudre le vendredi. Une femme affirme que les 500 millions de dollars de la loterie ont été volés par son mari. Mon téléphone a vibré sans arrêt. De vieux amis, des reporters, même des parents éloignés qui m'avaient oublié. J'ai éteint mon téléphone. Je ne faisais pas ça pour le spectacle. Je faisais ça pour respirer à nouveau. Le samedi, Michael a appelé. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des mois. Quand j'ai décroché, la ligne est restée silencieuse un moment avant qu'il parle. « Emma », a-t-il dit doucement. « Qu'est-ce que tu fous, bordel ?» J'ai pris une profonde inspiration. Je reprends ce qui est à moi. Il a ricané. « Tu as perdu la tête. Tu ne peux pas gagner ça. Alors je perdrai gracieusement au tribunal. » Il y a eu une pause, puis un petit rire. « Tu crois vraiment que quelqu'un va te croire ?» J'ai souri même s'ils ne pouvaient pas le voir. Ils n'ont pas besoin de me croire, Michael. Ils ont juste besoin de voir les preuves. Il a raccroché. Cette nuit-là, je l'ai imaginé faire les 100 pas dans sa mansion comme je l'avais fait autrefois dans notre petit salon. Mais contrairement à moi, il n'était pas brisé. Il avait peur. L'avidité craint toujours d'être exposée. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de motions légales et de buzz médiatique. Des reporters se garaient devant mon immeuble. David me protégeait de la plupart. « Ils vont essayer de te dépeindre comme aigri », m'a-t-il averti. « Reste composé. » Je l'ai fait. Je suis allé au travail comme d'habitude, tête baissée, ignorant le bruit. Mais à l'intérieur, j'étais prête. J'avais déjà tout perdu une fois. Il ne restait rien à craindre. Quand la première audience préliminaire est arrivée, je suis entrée au tribunal dans un costume bleu marine, modeste, net et symbolique. Sabrina est arrivée drapée de soie de créateur, souriant aux caméras avec son sourire travaillé. Michael se tenait à côté d'elle, la mâchoire serrée. Ses yeux ont croisé les miens une seconde, et je l'ai vu. La fissure dans sa confiance. Il s'est penché vers son avocat, murmurant quelque chose, mais je m'en fichais. Je n'étais pas là pour argumenter. J'étais là pour reprendre ce que j'avais gagné. Au cours de l'audience, David a présenté les preuves avec une précision calme. L'expression de la juge est passée de la curiosité à une incrédulité sévère. « Madame Collins », a-t-elle demandé, « affirmez-vous sous serment que votre mari a revendiqué les gains de votre ticket d'achat sans votre connaissance ni votre consentement ?» « Oui, votre honneur », ai-je dit fermement. « Il l'a fait. » L'avocat de Michael a objecté, affirmant qu'il n'y avait pas de preuve de propriété. C'est alors que David a présenté les reçus, les images vidéo et la déclaration sous serment du caissier. La salle d'audience est devenue silencieuse. Même Sabrina a cessé de sourire. Ensuite, dehors devant le tribunal, un reporter m'a demandé comment je me sentais face à mon ex-mari. J'ai répondu simplement, je me sens enfin entendue. Cette nuit-là, assise près de la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville clignoter, j'ai pensé à la étrange symétrie de tout ça. Il m'avait tout pris en silence. Maintenant, le silence était la façon dont je le reprenais. David a appelé le lendemain matin. « Ils veulent régler à l'amiable », a-t-il dit. J'ai ri doucement. Non, il l'a pris publiquement. Il le perdra publiquement. La date du procès final a été fixée.
L'air était chargé, lourd d'une justice qui avait patiemment attendu. Je n'étais plus nerveuse. J'avais traversé le chagrin d'amour, l'humiliation et la solitude. Maintenant, je marchais vers la vérité. Et au fond de moi, je savais quelque chose que Michael ignorait. Quand vous dépouillez une personne de tout, amour, maison, dignité, vous lui laissez une chose capable de déplacer des montagnes. La détermination. Le jour de l'audience finale ressemblait à la conclusion d'un long film épuisant. Sauf que j'étais la protagoniste. Pas juste spectatrice, mais vivant chaque scène. Mes paumes étaient sèches. Pas par peur, mais par finalité. C'était ça. Plus d'attente. Plus de doute. Le tribunal était bondé. Reporters, curieux, même des gens qui nous connaissaient autrefois. Ils murmuraient tandis que je passais. J'entendais presque leur récit se tisser, se demandant comment une femme ordinaire comme moi en était arrivée à défier un millionnaire. Michael est arrivé en retard comme d'habitude, Sabrina accrochée à son bras comme un accessoire de créateur. Il portait un costume gris chair taillé à la perfection, mais ses yeux le trahissaient, agités, incertains. Les caméras les adoraient et ils jouaient leur rôle. Le couple de la loterie. Mais aujourd'hui, ce conte de fées allait se dissoudre. À l'intérieur, la juge Eleanor Brox présidait, ferme et posée. Elle avait une réputation d'être sans non-sens. David se tenait à côté de moi, calme comme une montagne. « Respire juste », a-t-il murmuré. L'audience a commencé. L'avocat de Michael a fait son argument d'ouverture, un discours répété sur un amour tourné au vinaigre, sur une ex-femme jalouse essayant de détruire le succès d'un homme. Je n'ai pas réagi. La juge non plus. Puis David s'est levé. « Votre honneur », a-t-il commencé. Cette affaire ne concerne pas un mariage brisé. Elle concerne la propriété, l'honnêteté et le vol. Nous montrerons que le billet de loterie en question a été acheté par Madame Emma Collins et revendiqué à tort par son mari sans consentement. Il a présenté les preuves une par une. Les images de vidéosurveillance du magasin me montrant tendre l'argent au caissier, le reçu horodaté correspondant à ma transaction bancaire, l'affidavit du caissier, et enfin les registres numériques du bureau de la loterie confirmant que la réclamation avait été faite sous le nom de Michael 2 jours après mon achat. Tandis que les images défilaient sur l'écran de la salle d'audience, un silence s'est abattu. Elle me montrait en jean et sweat à capuche, souriant faiblement en récupérant la monnaie. Puis 2 jours plus tard, elle montrait Michael entrant au bureau de la loterie avec le même ticket. J'ai vu son expression s'effondrer. Sabrina s'est agitée nerveusement, le regardant. Pour la première fois, son sourire parfaitement maquillé a disparu. « Monsieur Collins », a dit la juge Brox, son ton tranchant le silence. « Avez-vous une preuve que ce ticket était à vous ?» L'avocat de Michael a bafouillé. « Votre honneur, bien que les images soient convaincantes, elles ne prouvent pas nécessairement que Monsieur Collins n'a pas acheté le ticket par l'intermédiaire de sa femme. » Objection, a interjeté David. Le formulaire de réclamation soumis par Monsieur Collins le liste comme unique acheteur. C'est de la fraude. La juge a hoché la tête. Reçu. Michael a essayé de parler. Votre honneur, j'étais au volant quand j'ai trouvé le ticket. Je pensais qu'il était à moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit calmement, tu savais que non. Le regard de la juge s'est durci. Monsieur Collins, l'ignorance n'est pas une défense quand la tromperie est évidente. Les preuves montrent clairement que Madame Collins est la propriétaire légitime du ticket gagnant. Un murmure d'étonnement a parcouru la salle d'audience. Les caméras ont cliqué. Les reporters ont griffonné. La juge Brox a continué. Avec effet immédiat, tous les actifs dérivés de la réclamation frauduleuse de ce prix de loterie doivent être transférés à Madame Emma Collins. Monsieur Collins, vous êtes en outre ordonné de céder tous les avoirs financiers connexes dans les 30 jours. Le son qui s'est échappé de Sabrina était presque comique, une inspiration aiguë suivie d'un audible « Quoi ?» Elle s'est tournée vers Michael, sifflant quelque chose à voix basse, puis s'est levée brusquement et est sortie en trombe. Michael est resté figé.
Son avocat a essayé de le calmer, mais il semblait perdu, vidé. David a posé une main sur mon épaule. Tu l'as fait. J'ai expiré, des larmes montant malgré mon sang-froid. Non, ai-je dit doucement. La justice l'a fait. Tandis que nous sortions, les médias ont envahi. Les questions fusaient comme des flèches. Emma, comment vous sentez-vous? Que ferez-vous de l'argent? Le pardonnez-vous? J'ai fait une pause, regardant les caméras clignotantes, et j'ai dit, je me sens reconnaissante. Je ne suis pas là pour détruire qui que ce soit. Je voulais juste que la vérité triomphe. Plus tard ce soir-là, assise seule dans mon appartement, fixant l'horizon silencieux de la ville, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Michael, s'il te plaît, pouvons-nous parler? Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus de mots à échanger. Il avait parié l'amour pour l'avidité et perdu tout. Quand j'ai enfin éteint mon téléphone, j'ai pensé à la fille que j'avais été. Celle qui avait acheté un billet de loterie pour rire, espérant que la vie changerait. Ça avait changé. Mais pas grâce à la chance. Parce que j'avais appris que le silence, quand il est associé à la patience, peut rugir plus fort que la rage. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. La tempête était passée, et j'étais toujours debout. 3 mois après le verdict, je suis passé en voiture devant le même supermarché où j'avais l'habitude de faire mes courses à crédit. Seulement cette fois, le bâtiment portait mon nom en lettres grasses. Collins Market. Ce n'était pas pour étaler la richesse. C'était pour créer quelque chose à partir des cendres. En le posséder, j'ai ressenti une profonde paix. J'ai embauché des mères célibataires, des femmes se remettant de ruines financières, et des veuves abandonnées comme je l'avais été. Mon histoire était devenue virale. Les gens m'appelaient la gagnante silencieuse. Au début, je me sentais timide face à l'attention. Mais ensuite, j'ai réalisé que mon parcours n'était plus seulement le mien. Il était pour chaque femme à qui on avait dit qu'elle ne pourrait plus se relever. Les médias ont suivi la chute de Michael sans relâche. Son train de vie luxueux s'est effondré plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Sabrina a vidé le compte joint avant de disparaître en Europe. Les voitures de luxe ont été saisies. La mention a été vendue pour payer les frais légaux et ses soi-disant amis se sont évaporés du jour au lendemain. Un après-midi frisquet de décembre, je me suis arrêtée dans un café en ville. Tandis que je sirotais mon café, j'ai vu quelque chose, ou plutôt quelqu'un de l'autre côté de la rue qui m'a figé en plein milieu de ma gorgée. Michael. Il était assis sur un banc froid près d'un magasin de quartier, une tasse en papier à ses pieds, barbe mal rasée, yeux caves. Pendant un moment, j'ai pensé que ce ne pouvait pas être lui. Mais quand il a levé la tête, nos regards se sont croisés. Je me suis approchée lentement, chaque pas résonnant du souvenir de ce qu'il avait fait et de tout le chemin que j'avais parcouru. « Emma », a-t-il dit faiblement, la voix cassée. « C'est vraiment toi. » J'ai hoché la tête. « C'est moi. » Il a essayé de sourire, mais ça s'est tordu en quelque chose de triste. « Tu as l'air différente. » J'ai intérêt, ai-je dit doucement. Je suis libre. Il a baissé les yeux. J'ai tout perdu. Je sais, ai-je répondu calmement. Tu as perdu plus que de l'argent, Michael. Tu as perdu ton intégrité. Tu as perdu la paix. Il a dégluti difficilement. J'ai été stupide. Je pensais que l'argent rendrait tout meilleur. Ça ne le fait jamais, ai-je dit. Pendant un long moment immobile, aucun de nous n'a parlé. L'air sentait faiblement les châtaignes rôties d'un vendeur ambulant. La vie continuait autour de nous. Voitures passant, rires s'échappant d'un bar. Mais nous étions 2 fantômes à cet instant, hantés par ce que nous avions été. J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti quelques billets neufs. Il les a regardés, puis m'a regardé. « Je ne veux pas ta pitié », a-t-il marmonné. « Ce n'est pas de la pitié, ai-je dit. C'est une clôture. » J'ai placé l'argent dans sa tasse en papier et je suis restée là 1 seconde de plus avant de me retourner pour partir. « Derrière moi », a-t-il murmuré. « Je suis désolé, Emma. »
J'ai fait une pause, mais je ne me suis pas retournée. Moi aussi, ai-je dit, ma voix à peine plus forte que le vent. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Des mois plus tard, mon supermarché s'est étendu à 3 emplacements. J'ai créé une fondation pour les femmes qui recommencent après une trahison et des abus financiers. Je l'ai appelé le Fonds Seconde Chance. Nous avons aidé des centaines de femmes à rebâtir leur vie. Nouvelles compétences, petites entreprises, logements sécurisés. Un soir, lors d'une interview pour une émission de télévision, l'animatrice m'a demandé « Qu'est-ce qui vous motive, Emma ?» J'ai souri et j'ai dit « La compréhension que la vie peut tout vous arracher en un seul instant, mais qu'elle peut aussi tout vous rendre si vous ne vous perdez pas. » Le public a applaudi. Mais à cet instant, je ne pensais ni à la gloire ni au succès. Je pensais à la version de moi qui s'était autrefois tenue devant une porte verrouillée en pleurant parce que l'homme qu'elle aimait l'avait jetée dehors. Cette femme avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait que la vraie richesse n'est pas dans les chiffres. Elle est dans la résilience. Après l'émission, je me suis assise seule en coulisses. Les lumières se sont tamisées, le bruit s'est estompé. J'ai murmuré une prière silencieuse, non pas pour la vengeance ou la validation, mais pour la paix. Michael avait choisi l'avidité. J'avais choisi la grâce, et j'avais appris que la grâce gagne toujours à la fin. Tandis que je rentrais en voiture ce soir-là, les lumières de la ville se brouillaient doucement à travers mon pare-brise. J'ai monté le volume de la radio et j'ai souri. La chanson qui passait était Don't Stop Believing. Ça collait, ai-je pensé, parce que je n'avais pas arrêté d'y croire. L'avidité aveugle plus vite que la pauvreté. Trahissez l'amour pour la richesse et vous perdrez les deux. La patience et l'intégrité gagnent toujours avec le temps.